Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour. Avant toute chose, je voulais vous remercier. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter le Zendo sans mur. Merci pour vos messages, vos commentaires, vos évaluations sur les plateformes d'écoute, vos partages sur les réseaux sociaux et les échanges que nous avons pu avoir ces derniers mois. C'est toujours un plaisir de découvrir vos retours et de voir que ces entretiens trouvent un écho bien au-delà du cercle des pratiquants que je connais personnellement. Cet épisode sera le dernier avant la pause estivale. Et oui, toutes les bonnes choses ont besoin de se reposer. Nous nous retrouverons bien sûr à la rentrée avec de nouveaux invités, de nouveaux entretiens, de nouveaux thèmes et, je l'espère, toujours cette même envie de faire découvrir le zen à travers celles et ceux qui le vivent. L'été est une période un peu particulière dans le monde du zen. Traditionnellement, c'est le moment des Zango. À l'origine, dans le bouddhisme indien, les moines interrompaient leur déplacement pendant la saison des pluies afin de demeurer ensemble plusieurs mois. Cette période est progressivement devenue un temps de pratique intensive. Aujourd'hui encore, cette tradition se perpétue. Dans nos communautés de pratiquants européennes, donc les sanghas européennes, l'ango prend souvent la forme de grandes séchines d'été. Et si vous n'avez jamais participé à une séchine, vous vous demandez peut-être à quoi cela ressemble. Alors évidemment, peut-être que vous vous rappelez l'entretien avec Bernard, qui nous avait déjà donné rapidement une première vision des séchines. Si vous n'avez pas entendu encore son entretien et que vous ne savez pas ce que c'est, je vais malgré tout vous expliquer. Une séchine, c'est une période pendant laquelle le rythme de la vie quotidienne s'efface presque complètement au profit de la pratique du zen. Par exemple, et il me semble que c'est un bon exemple, l'usage du téléphone portable est limité, ce qui, dans nos habitudes de vie actuelles, est déjà un moyen de prendre du temps autrement. Les journées sont rythmées par plusieurs périodes de zazen entrecoupées de kinin, une marche méditative que j'ai eu l'occasion d'expliquer. Elles comprennent également des temps de samu, c'est-à-dire le travail accompli dans l'esprit de la pratique, à savoir préparer les repas, nettoyer les lieux, jardiner, transporter du matériel. Toutes ces activités font partie intégrante de la pratique. Et selon les sanghas, des enseignements, des mondos ou encore des cérémonies viennent également ponctuer les journées. Enfin, certains pratiquants profitent aussi de cette période pour avancer dans la couture de leur rakusu ou de leur kessa lorsqu'ils se préparent à recevoir une ordination. Ils sont alors guidés par des moines ou des nonnes qui sont des spécialistes de cette couture spécifique. Je ferai probablement un ou plusieurs épisodes sur le kessa, le vêtement du Bouddha, à la rentrée. Autrement dit, une séchine n'est pas seulement une succession de méditations assises, c'est une manière de vivre pendant quelques jours avec davantage d'attention à chaque geste. C'est aussi un moment convivial, fait de rencontres et de retrouvailles avec des pratiquants de la Sangha. Et si vous n'avez jamais participé à une séchine, je ne peux que vous encourager à tenter cette expérience. Cela peut paraître intimidant de prime abord, mais rapidement on se sent intégré et accompagné. Il ne faut pas y craindre la solitude par exemple. Vous trouverez dans la description de cet épisode les liens vers les grandes séchines organisées cet été, notamment celle de la Sangha sans demeure, ainsi que celle du temple de la Gendronnière. Peut-être aurons-nous la possibilité de nous y croiser. À l'occasion de cette pause estivale, j'aimerais également dans ce dernier épisode répondre à une question qui revient souvent. Faut-il lire les sutras ? Les sutras sont des textes du bouddhisme qui sont, on va dire, fondamentaux. On entend parfois dire que le zen est une transmission en dehors des écritures. Alors, pourquoi tant de maîtres ont-ils consacré leur vie à traduire, commenter ou publier des textes ? Pourquoi Dogen a-t-il écrit le Shobogenzo ? Et pourquoi Philippe Rériou-Coupé continue-t-il aujourd'hui à publier de nouveaux commentaires du Shijinmei ou à traduire Daishi ?
Eh bien, je crois qu'il faut replacer les choses dans leur juste ordre. Dans le zen, la pratique vient d'abord et les textes viennent ensuite. Les textes ne remplacent pas Zazen, et ils ne remplacent ni une séchine, ni une rencontre avec un enseignant. En revanche, ils peuvent éclairer la pratique. Ils peuvent éclairer également une expérience que nous avons vécue sans savoir l'exprimer. Ils peuvent aussi ouvrir une question qui continuera de nous accompagner longtemps après avoir refermé le livre. Si je ne devais vous conseiller qu'un seul texte pour cet été, ce serait probablement le Sutra de l'estrade de Ruineng. Pourquoi celui-là ? Parce qu'il est vivant, il raconte une histoire. On y rencontre des personnages profondément humains, avec leurs qualités, leurs ambitions, leurs doutes, leurs rivalités. On y découvre aussi quelques-uns des grands thèmes du zen, la transmission, la non-dualité, l'éveil, la pratique. Mais je préfère ne pas vous en dire davantage, le plus beau reste de le lire, de le découvrir, voire de le relire si on l'a déjà lu auparavant. Mais pour compléter votre réflexion, je vais vous présenter succinctement la position de Maître Dogen. Parce que contrairement à une idée parfois répandue, il ne rejette pas la lecture des sutras. Mais il refuse de les réduire à de simples livres que l'on accumule dans une bibliothèque ou que l'on étudie uniquement avec l'intellect. Dans Bukkyo, un des chapitres du Shobogenzo, Dogen écrit « Faire partie de l'assemblée et poursuivre la vérité. Faire l'effort de s'asseoir en zazen. Ce sont, à l'origine, les sutras authentiques du commencement comme de la fin. Ce sont des sutras écrits sur les feuilles de l'arbre de l'éveil et des sutras écrits sur les faces de l'espace. Puisque la pratique nous apprend que l'ultime n'est pas une limite, on reçoit les sutras et on expulse les sutras par les narines. On reçoit les sutras et on expulse les sutras par le bout des orteils. Tout comme ils étaient reçus et expulsés avant la naissance de nos parents, et comme ils étaient reçus et expulsés avant le temps du roi à la voix majestueuse. On reçoit les sutras et on prêche les sutras à travers les montagnes, les rivières et la terre. Et on reçoit les sutras et on prêche les sutras à travers le soleil, la lune et les étoiles. Dans ce texte, Dogen nous évoque le sutra comme un élément d'enseignement qui dépasse le cadre de l'écrit pour le fixer dans la réalité de l'ici et maintenant. La citation commence avec l'entrée dans la communauté et la poursuite de la voie, puis elle se prolonge dans la pratique de Zazen avant de s'étendre à l'ensemble du monde. Elle évoque ainsi le mouvement de la vie et du dharma à travers toutes les facettes du monde. Il ne s'agit plus de faire référence à un simple texte écrit. Les sutras sont la vie elle-même. C'est probablement ce qui est le plus difficile à entendre. L'expression du dharma est elle-même un sutra, peu importe la manière dont ce dernier s'exprime. Ainsi, un sutra, si on en revient au texte écrit, doit être intégré par son lecteur pour que ce dernier fasse corps avec lui. Il s'agit de vivre le sutra. La lecture n'est plus un acte d'acquisition de connaissances, mais bien un acte de vie. C'est ainsi que les passages les plus énigmatiques peuvent s'éclairer à la lumière de la pratique. La non-dualité, qui est un concept complexe évoqué dans de nombreux sutras, est hors de la compréhension de l'intellect. C'est avant tout une expérience à vivre. Ainsi, en lisant Dogen, on comprend qu'il nous invite à vivre les textes et à faire de notre regard sur le monde un sutra constant, en quelque sorte. Il n'y a donc pas, chez Dogen, d'opposition entre la pratique et les textes. Les sutras éclairent Zazen, et Zazen donne vie aux sutras. Une pratique sans aucun contact avec les enseignements risque de se réduire
à une simple technique corporelle. Une étude purement intellectuelle, sans pratique, risque de devenir une érudition mais qui resterait stérile. C'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande le Sutra de l'Estrade. Je ne vous le conseille pas pour apprendre une doctrine, mais parce qu'il permet d'entrer dans l'esprit du zen, à mon sens. Finalement, c'est exactement ce que Dogen attend de la lecture des sutras. Non pas accumuler du savoir, mais nourrir une pratique vivante. C'est peut-être la leçon la plus importante de Dogen. La pratique et les sutras ne s'opposent pas. Les textes éclairent Zazen et Zazen donne vie aux textes. C'est dans ce dialogue permanent que la voix continue à se transmettre. Ces dernières semaines, plusieurs invités du podcast ont d'ailleurs évoqué cette place des textes dans la pratique. Je pense notamment à l'entretien avec Philippe Coupet, qui a donné lieu à 3 épisodes différents, qui rappelle que les commentaires des anciens maîtres doivent rester vivants et continuer à être réinterprétés à chaque génération et à l'aune de la société contemporaine. Je pense également aux autres invités de cette première saison qui, chacun à leur manière, ont montré que le zen ne se résume jamais à une théorie, mais qu'il se vérifie toujours dans la pratique quotidienne. Il est temps pour moi de vous quitter, et je vous souhaite un très bel été. J'espère qu'il sera pour vous l'occasion de pratiquer un peu plus, peut-être de participer à une séchine, si vous le pouvez, et de faire quelques belles lectures, et bien sûr, de continuer à vous asseoir. Merci encore pour votre fidélité, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison du Zendo sans mur. À bientôt.